Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à un concept absolument central en droit des affaires français, le fonds de commerce. C'est vraiment une notion de base et on va voir ensemble, pas à pas, ce que ça veut dire et pourquoi c'est si important. Allez, pour commencer, on va tout de suite régler une confusion qu'on entend tout le temps. Dans la vie de tous les jours, on a tendance à mélanger entreprise et fonds de commerce. Mais est-ce que, juridiquement, c'est la même chose? Eh bien, la réponse est non, pas du tout, et cette distinction est fondamentale. Voilà la différence, noir sur blanc. L'entreprise, c'est le grand tout, si on veut. C'est un concept économique qui inclut les machines, les stocks, mais aussi, et c'est crucial, les personnes qui y travaillent. Le fonds de commerce, lui, c'est une notion juridique beaucoup plus précise. C'est un ensemble de biens et, attention, uniquement des biens mobiliers. L'humain, par définition, n'en fait pas partie. Parfait. Maintenant qu'on a posé les bases, on va s'intéresser à sa toute première qualification juridique. Le droit ne voit pas le fonds de commerce comme un simple tas de trucs. Non, il le voit comme un tout, un ensemble cohérent, et il lui donne un nom un peu technique, une universalité de fait. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, universalité de fait? Pour faire simple, la meilleure image, c'est celle d'un contenant. Imaginez une sorte de boîte ou une enveloppe. Cette boîte, c'est le fonds de commerce. Et cette boîte, elle existe en tant que telle. Elle a sa propre vie juridique, bien distincte de tout ce qu'on peut mettre dedans. Et là, attention, c'est le piège classique. Il ne faut surtout pas confondre ça avec une autre notion qui y ressemble, l'universalité de droit, qui est en fait le patrimoine d'une personne. Le patrimoine, ça inclut l'actif, donc ce qu'on possède, mais aussi le passif, c'est-à-dire les dettes. La différence énorme, c'est que le fonds de commerce, lui, en tant qu'universalité de fait, ne contient que de l'actif. Et ça, ce n'est pas juste une théorie pour juristes, hein. La justice l'a confirmé de manière très claire. Cet arrêt de la Cour d'appel de Paris le dit sans aucune ambiguïté, le fonds de commerce, c'est sans les dettes, sans les créances et, en principe, sans les contrats. C'est une règle de base, un principe constant. Bon, toute cette théorie, c'est bien joli, mais dans la vraie vie, ça sert à quoi? Eh bien, les conséquences pratiques sont absolument énormes, surtout quand il s'agit de vendre ou d'acheter une affaire. Quand on veut reprendre une activité, il y a deux grandes options. La première, on achète le fonds de commerce. Dans ce cas, l'acheteur repart uniquement avec les actifs. Deuxième option, on achète les titres de la société, c'est-à-dire les parts ou les actions. Et là, on prend le paquet complet, les actifs, mais aussi toutes les dettes qui vont avec. Du coup, forcément, le prix n'est pas le même. Vendre uniquement le fonds de commerce, ça coûte en général plus cher. C'est assez logique, non? Pour celui qui achète, le risque est beaucoup plus faible. Il récupère le cœur de l'activité qui fonctionne, le bon côté, sans avoir à se soucier du mauvais, c'est-à-dire des dettes que le vendeur a pu accumuler. Mais vous vous en doutez, comme souvent en droit, il y a des exceptions. Même si en principe les contrats ne sont pas transmis, la loi impose que 3 d'entre eux le soient automatiquement avec le fonds. Il s'agit de la clause de non-concurrence, du droit au bail, qui est souvent le nerf de la guerre, et bien sûr des contrats de travail des salariés. Ok, on a bien compris la première qualification, universalité de fait. On passe maintenant à la seconde, le fonds de commerce est un bien meuble incorporel. Ça a l'air un peu barbare comme ça, mais on va voir que c'est très simple à décomposer. Premier point, et c'est une règle d'or à graver dans le marbre, un fonds de commerce ne contient jamais, mais alors jamais, de biens immobiliers. Les murs de la boutique, le bâtiment de l'entrepôt, tout ça est formellement exclu. Même si le commerçant est propriétaire de son local, les deux restent deux choses juridiquement bien distinctes. La conséquence de cette règle est donc toute simple. En droit, il y a les biens immobiliers et les biens mobiliers. Si le fonds de commerce ne peut pas être un immeuble, eh bien, par déduction, il est forcément classé dans la catégorie des biens meubles. Et souvenons-nous de notre fameuse image de boîte de tout à l'heure, notre universalité. Cette boîte, on ne peut pas la toucher, on ne peut pas la prendre dans nos mains, c'est une construction de l'esprit, une fiction que le droit a créée pour des raisons pratiques. Et comme c'est une création abstraite qui n'a pas de corps physique, on la qualifie logiquement de bien incorporel. Et voilà, on a toutes les pièces du puzzle. Le fonds de commerce est donc un bien meuble et incorporel. D'accord, meuble incorporel, très bien. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change dans la vie des affaires? Quelle est l'implication la plus importante de cette qualification? Eh bien, il y a une grande règle en droit français qui dit en fait de meuble possession vos titres. En gros, si j'ai un stylo dans la main, on présume que c'est le mien. Pour le fonds de commerce, cette règle ne marche pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait tourner un restaurant qu'il en est forcément le propriétaire. S'il y a un conflit, c'est l'acte de vente écrit, le titre de propriété, qui aura toujours le dernier mot. Donc, pour résumer, on a défini le cadre. Le fonds de commerce, c'est notre contenant juridique.
Un contenant qui ne contient que des actifs et pas de dettes, et qui est un bien meuble incorporel. Maintenant que ce contenant est bien clair, la question qui tue se pose. Mais qu'est-ce qu'on trouve de si précieux à l'intérieur? C'est tout l'objet de la deuxième partie de cette analyse.